Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors nous sommes réunis pour ce webinaire employeur qui a pour thème connaître les différents dispositifs de financement de formation. Alors on va se présenter. Donc moi je suis Christine Petiot, je suis coordinatrice pédagogique du CEP pour les salariés du privé et les indépendants, donc représentés par Avenir Actif sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Vanessa Demers, je suis chef de projet relations entreprises au sein de Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour présenter rapidement ceux qui connaissent peut-être pas Transition Pro, donc nous sommes l'acteur et financeur des reconversions professionnelles des salariés du privé. Et je suis basée en Auvergne-Rhône-Alpes comme Christine. D'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir d'où vous êtes un petit peu. N'hésitez pas à l'indiquer dans le chat pour qu'on sache un petit peu voilà, où vous êtes situé. Alors, Vanessa, je te laisse. Oui, en termes de règles, donc comme vous l'avez vu, on est sous format de webinaire avec, les caméras et les micros qui sont, éteints. Vous avez la possibilité donc d'écrire dans le chat, hein, vos questions, vos commentaires et cetera. Nous, avec Christine, on s'est dit qu'on allait y répondre au fil de l'eau, mais bien sûr, on essaye de se garder un temps aussi à la fin du webinaire, donc pour pouvoir répondre aux questions. Donc je vois en tout cas qu'il y a des gens qui sont de la Drôme, de la Dordogne, de l'Essonne, bah, c'est super. En tout cas, on a des Ouais, personnes de toute la France. ouais, une Super. grande diversité. Euh, donc, pour vous présenter un petit peu les semaines de l'évolution professionnelle, c'est un événement organisé par l'APEC et Avenir Actif. C'est la 6e année que nous organisons cet événement. Il a lieu du 6 octobre au 17 octobre, donc vous avez encore 4 jours pour en profiter. Et il comporte 70 webinaires sur des thématiques très diverses, toutes liées à la vie professionnelle. Alors, nous pouvons donc débuter le webinaire. Le thème est connaître les différents dispositifs de financement de formation. C'est un webinaire employeur, donc plutôt destiné aux employeurs et aux entreprises. On va balayer donc les différents dispositifs de financement de formation et on présentera également en fin de webinaire le conseil en évolution professionnelle. Là, je reprends un petit peu la parole puisque, vous devez être certainement au courant, qu'actuellement, il y a une réforme, de la formation professionnelle qui est donc en cours de finalisation. Nous attendons, un passage, incessamment sous peu de la loi et des décrets d'application, donc d'ici fin d'année. Donc, bien évidemment, on attend donc, avec un contexte gouvernemental qui est un petit peu différent du mois de juin. Donc l'idée, c'est qu'il risque d'y avoir en tout cas des changements sur les informations qu'on vous donne. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un webinaire qui présente les dispositifs de financement de formation à date et dans les semaines, voire mois qui viennent, il y aura peut-être des évolutions de ces dispositifs. On vous en parlera en particulier sur un des dispositifs que je vais présenter tout à l'heure. Alors, je prends juste Christine, je vois une petite question. Ce webinaire ne nous concerne pas si nous sommes licenciés économiques. Donc là, on est vraiment sur un webinaire destination des employeurs et des entreprises, donc plutôt cible voilà, dirigeants, RRH, responsables formation. Donc on est vraiment pour présenter les dispositifs qui sont à la main, soit de l'employeur, soit du salarié, pour recadrer. Je te laisse la main, Christine. Oui, bien sûr. Donc, on va balayer les différents dispositifs de financement. Alors, donc si on les a classés là en 3 catégories, il y a les dispositifs de financement de formation à l'initiative de l'employeur, donc par le plan de développement des compétences, par l'abondement du CPF, par l'activation du FNE formation. On verra aussi les financements de formation d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, c'est-à-dire le salarié et l'employeur se mettent d'accord sur un projet professionnel du salarié, mais qui sera également utile à l'entreprise, et ils décident d'un commun accord de trouver une solution de financement. Là, on verra les contrats d'alternance et transition collective, et les dispositifs de financement à l'initiative du salarié, donc le CPF, le CPF et le C2P, donc on vous expliquera ce que c'est, le PURFIPU
et le projet de transition professionnelle, ainsi que le dispositif démissionnaire, la VAE et le bilan de compétences. Donc, on va rentrer dans le détail de tous ces dispositifs de financement. Alors, à l'initiative de l'employeur, donc déjà, première chose, le plan de développement des compétences. L'employeur va créer un plan de développement des compétences annuel, donc toutes les années, il va le renouveler et il va y inscrire en priorité des actions de formation, donc les actions de formation obligatoires ou nécessaires aux salariés pour qu'ils puissent remplir leur mission, leur travail. Donc, par exemple, qu'il y a des changements réglementaires, automatiquement, il y aura des actions de formation pour que les salariés intègrent ces changements réglementaires. Mais il va aussi inscrire sur le plan de développement des compétences d'autres formations, donc des formations non obligatoires. Il peut inscrire aussi des bilans de compétences, des VAE, des actions de lutte contre l'illettrisme. Donc, l'employeur va déterminer ce qu'il souhaite financer comme action. Donc, il peut y avoir aussi voilà, tout type de modalités, que ce soit en présentiel, à distanciel. Et donc là, c'est lui qui financera ces actions de formation. Donc, les salariés ont la possibilité de voir quelles sont les actions de formation inscrites sur le plan de compétences et de solliciter une des formations qui y figurent. Le Fonds national de l'emploi, donc ça, il peut être sollicité par l'employeur et c'est l'OPCO qui va activer les fonds. En fait, ça passe par le biais de l'OPCO. Donc, le Fonds national de l'emploi a pour objectif de maintenir les salariés en emploi et de développer leurs compétences. Il agit sur les transitions, donc les transitions écologiques, numériques, agroalimentaires. Ça peut aussi concerner des transitions démographiques. Dans les priorités, ça va être le maintien dans l'emploi et l'employabilité des seniors. Donc, par le Fonds national de l'emploi, l'employeur, par le biais de l'OPCO, va pouvoir financer donc les coûts pédagogiques à hauteur, ça peut aller jusqu'à 70% pour les petites entreprises, 60% pour les moyennes entreprises et 50% pour les grandes entreprises. Donc, c'est l'employeur qui va le solliciter auprès de son OPCO. Voilà, et l'OPCO va faire en sorte va vérifier l'éligibilité du projet et il pourra ensuite mettre en place le financement de la formation. Donc, les salariés en alternance sont exclus de ce financement et les salariés pour lesquels est notifiée une rupture ou un contrat de travail également. Alors, un financement par l'employeur, ça peut être la dotation volontaire de l'employeur sur le CPF d'un salarié. Donc, si le salarié et l'employeur s'accordent sur un projet professionnel du salarié, donc par exemple une formation qui lui permettra d'acquérir certaines qualifications qui seront utiles à l'entreprise, ils peuvent décider de cofinancer le projet. Donc, un des moyens de le faire est que l'employeur abonde le CPF. Donc, il va utiliser une plateforme destinée à cet abondement, qui est la plateforme EDEF. Voilà, il va sélectionner son salarié, il va dire de quel montant il souhaite abonder le CPF du salarié. Il y a eu une réforme de cet abondement-là pendant l'été, donc il pourra indiquer sur quelle durée de temps le salarié pourra utiliser cet abondement, c'est-à-dire il pourra dire je veux que le salarié utilise l'abondement sous les 6 mois et il pourra préciser pour quelle formation exactement cet abondement est destiné. Donc c'est quelque chose qui est maintenant assez cadré et qui permet vraiment le cofinancement d'une formation par le salarié et par l'employeur. Alors, en autre type de financement d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, on va retrouver les contrats d'alternance. Donc, 2 gros contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.
Donc il y a des différences de durée, de public visé. L'apprentissage, ça va de 6 mois à 3 ans, alors que la professionnalisation va de 6 à 12 mois. Un contrat de professionnalisation va plus permettre d'acquérir une qualification professionnelle, alors que l'apprentissage va plus permettre d'acquérir un diplôme, hein. On sera plus dans les diplômes universitaires ou plus sur les diplômes, on sera plus sur la formation initiale. Christine, oui. est-ce que je peux t'interrompre? Nous avons des petites questions sur le CPF. Ah Alors oui. je reviens un petit peu en arrière. Ah oui, pardon. On a une question: quel est l'âge butoir pour bénéficier du CPF? Alors, il n'y a pas d'âge butoir en réalité. Enfin, l'âge butoir, c'est 67 ans, mais vous ne pouvez plus en bénéficier à partir du moment où vous êtes retraité. Donc il faut être salarié, c'est ça? Toujours en... Il faut être salarié. Vous pouvez utiliser votre CPF jusqu'à la veille de votre départ en retraite. Donc vous pouvez acheter une formation jusqu'à la veille de votre départ en retraite, même si vous faites votre formation pendant la retraite. Mais vous avez jusqu'à votre départ en retraite à taux plein pour utiliser votre CPF. Merci Christine. Et une autre question, toujours sur le CPF. Donc, en cas de dotation volontaire de l'employeur sur le CPF, est-ce que cela rentre dans les obligations de formation de l'entreprise? Non, ça ne rentre pas dans les obligations de formation de l'entreprise, hein. C'est une volonté, là, ça va être une volonté libre de l'employeur qui veut participer au financement d'une formation pour son salarié. Parfait. Je te laisse. Donc, voilà, on parlait donc du contrat d'apprentissage, du contrat de professionnalisation. Donc, sur le contrat de professionnalisation, dans le cadre du CEP, on peut accompagner des gens sur la professionnalisation parce que les demandeurs d'emploi, donc, enfin, les gens qui sont salariés, qui passent par une phase de demandeurs d'emploi, peuvent accéder ensuite au contrat de professionnalisation sans limite d'âge. Voilà, pour les demandeurs d'emploi, il n'y a pas de limite d'âge sur le contrat de professionnalisation. Donc pour les formations, ce sera des titres RNCP et après vous avez des conditions de rémunération qui sont différentes sur l'apprentissage et sur la professionnalisation. Voilà, qui sont détaillées ici, hein. Alors Vanessa. Oui, alors il y a des petites questions auparavant. Ouais. Je vais peut-être t'en lister avant de Alors, prendre ouais, transition collective. on va les prendre. Donc nous avons, j'imagine qu'un salarié en cumul emploi-retraite n'a dans ce cas plus accès au CEP. Alors, un salarié en cumul emploi-retraite a accès au CEP puisqu'il travaille et il peut réactiver son CPF lorsqu'il est dans le cas de figure du cumul emploi-retraite. Alors, il faut le vérifier, c'est assez complexe, mais il est possible, en situation de cumul emploi-retraite, de pouvoir réactiver et réutiliser son CPF. En tous les cas, à partir du moment où quelqu'un travaille, il est éligible au CEP. Alors, si le salarié quitte l'entreprise, un cofinancement d'une formation d'une durée de 6 mois, par exemple, est en cours. Alors, si le salarié quitte l'entreprise... Oui. Oui, pour répondre à votre question, oui, normalement, oui, puisqu'une fois que l'abondement a été fait, alors soit la formation est annulée, et effectivement l'abondement est annulé, mais quand c'est en cours, le salarié va pouvoir aller jusqu'au bout de la formation. Y a-t-il un plafond pour la dotation volontaire? Non. C'est-à-dire l'abondement du CPF, l'abondement automatique du CPF est limité à 5 000 €, c'est 500 € par an avec un plafond de 5 000 €, mais il n'y a pas de limitation sur la dotation volontaire. Donc si votre salarié a 5 000 € sur son CPF et que vous abondez de 15 000 €, c'est tout à fait possible. Parfait. Eh bien, je vais reprendre la main donc sur transition collective. Donc, comme je vous indiquais, moi, je fais partie de l'organisme qui s'appelle Transition Pro, donc qui est acteur financeur des reconversions professionnelles des salariés du privé. Et dans le cadre de Transition Pro, nous avons différents dispositifs de financement de formation de reconversion, dont un qui s'appelle Transition collective, qui, comme son nom l'indique, est justement lié à une démarche collective
qui est initié par des entreprises qui sont impactées par des mutations. Alors quand on parle de mutations, on parle de mutations qui peuvent être structurelles, conjoncturelles, réglementaires, environnementales. Ça peut être aussi des délocalisations, des changements donc de lieu de travail. Ça peut être l'arrêt d'une partie de l'activité, et cetera. Donc voilà, on parle vraiment de tout type en fait de mutations qui peuvent impacter les métiers en tout cas qui existent dans l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur va mettre en place une procédure collective pour indiquer que des métiers sont dits fragilisés dans son entreprise. Donc pour transition collective, nous avons 2 options, ce qu'on appelle transco, hein, transition collective entre guillemets «classique» comme je l'appelle moi, et un transition collective dit congé de mobilité, qui va ouvrir à des éligibilités, qui vont être différentes, des publics peut-être différents, puisque, on va être, avec des volontés en fait de rompre les contrats de travail, beaucoup plus tôt dans le congé de mobilité. On est uniquement sur des reconversions professionnelles en externe, dans transition collective. On le verra que dans d'autres dispositifs qu'on peut avoir donc, de financement de reconversion, on peut être en interne ou en externe. Mais dans ce cas donc de Transco, on est justement dans l'idée de, faire évoluer, des personnes, en tout cas qui sont sur des métiers fragilisés dans l'entreprise, en externe vers des métiers dits porteurs sur le bassin d'emploi. Et là, donc, on va être, comme sur la plupart de nos dispositifs donc de financement de formation, Transition, Pro va prendre en charge à la fois les salaires, en fait, des personnes qui se reconvertissent et les coûts pédagogiques, donc, allant vers une formation, certifiante qui permet justement à la personne, au salarié, hein, qui est sur ce métier, dit fragilisé, de se reconvertir et de pouvoir, aller vers un métier qui est porteur et une reconversion sécurisée en dehors de son entreprise actuelle. Donc prise en charge des coûts pédagogiques, de la rémunération par, transition pro, selon bien évidemment des plafonds de prise en charge en fonction de la taille de l'entreprise et de la durée de formation. Bon là, je rentre pas dans tous ces détails-là. Il faut obligatoirement en tout cas que le salarié saisisse, et mobilise le CEP, hein, donc en particulier dans Transco dit classique, hein, pour qu'il puisse faire un point sur, son évolution, professionnelle et sa reconversion professionnelle. Et là où je vous mets justement, ce petit alerte, c'est qu'en effet, Transco fait partie des dispositifs qui risquent d'évoluer, lors de la réforme de la formation professionnelle. Donc voilà, donc là, je vous en parle aujourd'hui, donc aujourd'hui le 13 octobre. Il se peut qu'il évolue, qu'il change de modalité et qu'il soit, peut-être à la main d'autres organismes que Transition Pro. Voilà. OK. Alors, on a une petite question dans le chat, mais qui n'est pas vraiment reliée à notre sujet. Cumul avec portage salarial, retraite à taux plein en complément. Bon, oui, c'est possible. Alors, on va voir les financements à l'initiative du salarié. Alors, donc déjà le CPF, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Donc le compte personnel de formation, c'est un des dispositifs le plus connu, qui est abondé de 500 € par an, 800 € pour les travailleurs handicapés et les personnes ayant un niveau inférieur au CAP, donc sans diplôme. Il peut être abondé, on l'a dit tout à l'heure, par l'employeur, par les points de pénibilité, on va y revenir après, les points du compte C2P. En cas d'accident du travail, il pourra être abondé par la caisse d'assurance maladie. Il faut que l'assurance du travail ou la maladie professionnelle ait généré une invalidité supérieure à 10% et il pourra être abondé par la caisse d'assurance maladie jusqu'à 7 500 €. Et il y a également la possibilité de mobiliser un compte d'engagement citoyen. Dans le financement de formation, donc il peut aussi être abondé par France Travail, par la région, par certains autres locaux santé, par exemple, a mis en place un abondement automatique du CPF. Alors il y a certaines conditions pour des personnes qui viennent de la santé, qui vont vers la santé. Voilà, il y a une certaine liste de formations éligibles à cet abondement, mais quand tous les critères correspondent, le CPF est abondé automatiquement. Donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par l'OPCO-Santé. Selon les régions, les abondements automatiques des OPCO pourront différer. Donc ce que va financer le CPF,
ce sera des formations certifiantes et qualifiantes, donc inscrites au RNCP, donc au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Donc le RNCP et le répertoire spécifique sont consultables sur le site de France Compétences qui en établit la liste. Il pourra financer le CPF un accompagnement VAE, un accompagnement à la création d'entreprise. Donc ça a été un petit peu restreint, mais on peut toujours financer l'accompagnement à la création d'entreprise. Par exemple, les formations données par la CCI ou la CMA, un bilan de compétences, les compétences CLEA, qui sont un dispositif permettant d'acquérir des compétences de base, et sur certaines conditions, les permis. Christine, une petite question. Est-ce qu'on peut aller vers des formations non diplômantes avec le CPF? Alors, la question de la formation, il faut que ce soit une formation certifiante. Mmh. Donc, non diplômante, il peut y avoir par exemple des formations, des CQP, des formations de ce type-là qui sont des formations professionnalisantes qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Alors, auprès de qui fait-on la démarche d'amendement pour MP? Alors, pour maladie professionnelle, vous devez passer par un CEP. Donc, vous devez passer par un conseiller en évolution professionnelle et nous devons ensuite remplir une attestation qui vous permettra de générer l'amendement par la caisse d'assurance maladie. Donc, cet amendement peut être débloqué en plusieurs fois jusqu'à 7 500 €. Il faut que la maladie professionnelle ait engendré une invalidité de 10%. La majoration de 300 €. Alors, la majoration de 300 €, il faut sur le compte formation déposer l'attestation de RQTH et ça doit normalement ensuite se faire automatiquement. Pour un accident du travail, c'est bien 7 500 €. Oui, ça peut aller jusqu'à 7 500 € si les conditions d'invalidité de 10% sont remplies. L'organisme doit-il être répertorié? L'organisme doit être Calliope. Et C'est la formation qui doit être répertoriée, en effet. Oui. Ouais, l'organisme doit être Calliope et il doit s'être inscrit sur le CPF. Il doit avoir fait la démarche d'inscription sur la plateforme. Voilà, les On a répondu en fait ensuite, ouais. oui, les formations doivent obligatoirement, alors c'est pas les formations, c'est l'organisme de formation qui doit être Calliope certifié. Ouais, Et la formation, elle doit être justement au RNCP ou au registre spécifique. Ce n'est pas exactement. Oui, la question du diplômante, c'est une question qui est. En fait, il faut que la formation soit inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Il faut qu'elle soit reconnue comme certifiante. Alors, okay. Alors le C2P, donc le compte professionnel de prévention. On peut aussi l'appeler le compte de pénibilité. Alors, donc, le C2P, alors, pour les salariés qui ont occupé des emplois comportant des risques, il y a 6 risques concernés, ils ont pu acquérir des points de pénibilité. Alors, ces points de pénibilité vont pouvoir être utilisés donc, de 3 manières. Alors, diminution du temps de travail sans perte de salaire sur les dernières années de travail. Il a également la possibilité de partir à la retraite plus tôt. Et ensuite, ça peut être utilisé également pour un projet de formation ou de reconversion. Alors, les 20 premiers points du C2P doivent être utilisés pour un projet de formation ou de reconversion. Donc, l'utilisation pour la diminution du temps de travail ou l'anticipation du départ à la retraite ne peut se faire que si les 20 premiers points ont été utilisés pour la formation ou la reconversion, à l'exception des gens nés avant 1962. Donc, ces points de pénibilité, je l'ai dit, ils ont été acquis lorsque le salarié a été exposé à des risques.
Donc il y a 6 risques, le bruit, milieu hyperbare, travail de nuit, travail en alternance. Il m'en manque 2, c'est issu de la déclaration de l'employeur. Pour les projets de formation ou de reconversion, chaque point vaut 500 €. Donc, du coup, Je prends la Vanessa, tu suite? as... Ouais. Oui, tout à fait. Donc là, moi, je vais vous parler d'un dispositif qui s'appelle donc le PUR, le prévention de l'usure professionnelle. Donc, qui est un dispositif qui est également donc géré par les transitions pro en France depuis l'année dernière, donc suite justement au projet de loi sur l'allongement des carrières. L'idée donc justement principale, c'est que les salariés qui ont acquis des points sur leur compte C2P puissent les utiliser donc de différentes manières, soit pour faire un bilan de compétences, donc ou une action de validation en tout cas des acquis, donc la fameuse VAE, soit pour faire une ou plusieurs actions de formation visant justement à aller vers un emploi qui ne soit plus exposé à ces risques professionnels. Donc, et c'est là où justement Transition Pro va intervenir puisque, une partie, de cette formation, des coûts pédagogiques et du salaire va être pris sur le compte C2P, en tout cas valorisé via les points C2P du salarié en question, et le reste, en tout cas, sera pris par, le fonds de Transition Pro, donc, pour, la prévention de l'usure professionnelle. Donc pendant toute la durée de la formation, la personne reste salariée, donc comme pour un projet de transition professionnelle, on en parlera tout à l'heure, hein, reste salariée de son entreprise actuelle. Elle va, maintenir en fait sa rémunération pendant toute la durée de la formation et les coûts pédagogiques donc seront pris en charge par Transition Pro ou, le compte C2P, en totalité s'il peut le prendre en totalité. Là, il faut également, mobiliser obligatoirement un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir demander à bénéficier de ce dispositif de prévention usure reconversion. Et comme je l'indiquais tout à l'heure pour Transco, là, on est sur un dispositif qui peut aussi bien s'utiliser pour une reconversion en externe ou une reconversion en interne au sein de l'entreprise dans laquelle on se trouve, à partir du moment où on va aller vers un métier qui n'est plus du tout exposé aux risques professionnels. Voilà. Je vais revenir un instant sur la slide d'avant parce Mmh. qu'il y a quelqu'un qui nous le demande. Alors, en fait, il y a plusieurs choses, hein. Donc, pour l'acquisition des points C2P, donc je l'ai dit, il y a 6 risques. Il y a travail de nuit, travail répétitif, travail en équipe successive alternante, travail effectué en milieu hyperbare et température Température extrême et extrême. bruit. Sur Mmh. chacun de ces risques, sur chacun de ces 6 risques, il y a des seuils. Donc, il faut avoir fait un certain nombre de nuits par an, c'est de l'ordre de 100 nuits. Donc, il y a des seuils pour acquérir ces points de pénibilité. Donc, Mmh. c'est lorsque l'employeur déclare, donc c'est sur la déclaration de l'employeur. Donc, on a une question. L'employeur peut-il savoir si le collaborateur a des droits en PUR ou C2P? Alors, non, l'employeur, il ne peut pas le savoir directement. C'est le salarié qui peut lui donner cette information. Donc, le salarié, le nombre de points C2P, il va le voir sur son CPF, parce que ça apparaît maintenant sur le CPF, il y a la mention point de pénibilité ou point C2P, et il y a le nombre de points C2P que la personne a, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux comptes qui a été fait. Donc, soit il le voit sur son CPF, soit il le voit directement sur son compte professionnel de prévention. Voilà, il peut se connecter, tout le monde peut se connecter sur son compte. Il faut le numéro de sécurité sociale, comme pour le CPF, et la personne peut voir si elle a des points de pénibilité. Le salarié n'a aucune obligation de le dire à son employeur, hein. Alors, on Comment avait encore... vérifier que mon employeur a bien mis en place le C2P? J'ai conduit de nuit et je n'ai aucun souvenir de ce compte. Alors, c'est pas l'employeur qui met en place le C2P. Le C2P existe pour tout le monde. Par contre, c'est l'employeur qui fait la déclaration des risques. On a eu déjà des cas où les risques avaient été mal déclarés pour des salariés. Donc, il y a toute une procédure de recours si vous n'avez pas eu les points C2P que vous deviez avoir. Par contre, vous pouvez essayer de consulter votre compte C2P. Vous avez peut-être des points, hein, dont vous n'aviez pas connaissance.
Euh, Et donc on a un peu le même cas de figure pour le C2P. Cela fait 15 ans que je suis en ouais. boulangerie, donc travail de nuit et multirisque. Malheureusement, je n'ai trouvé qu'1 point sur mon compte C2P. Qui devrais-je contacter pour avoir des réponses? Est-ce possible de récupérer des points? Ce que tu disais, Ouais, donc là, vous pouvez contacter par exemple un conseiller en évolution professionnelle qui pourra regarder avec vous, qui vous indiquera les seuils sur chacun des risques pour que vous puissiez vous repérer et voir si effectivement vous aviez droit à des points de pénibilité. Et il pourra aussi vous expliquer la procédure à suivre, voilà, pour essayer de les récupérer si effectivement vous y aviez droit et que vous ne les aviez pas eus. On a eu Où d'autres trouver questions. ce compte C2P, s'il vous plaît? Donc là, c'est indiqué sur Ouais, la j'ai slide, dit ça. c'est voilà. Ouais. C'est le site compte professionnel de prévention.fr. Ouais, c'est ça. Et il y avait une question avant, alors qui était encore sur le CPF. Alors, il y en avait une sur le bilan de compétences, je crois. Un bilan de compétences. Le bilan de compétences n'est pas certifiant, mais il est finançable par le CPF. Ça fait partie. Voilà, c'est une action finançable par le CPF. Hein, on l'avait aussi sur la slide. Exactement. Et il y avait une autre question. Est-ce possible de faire une seule formation uniquement avec le CPF? En fait, voilà, c'est en Oui, fonction du du prix. montant, Ouais, que vous avez sur votre CPF. ouais, Vous pouvez faire une ou plusieurs formations, ouais. plusieurs actions. Et les conditions pour le permis de conduire, bon, depuis une année environ, si vous êtes titulaire d'un permis B, vous ne pouvez plus financer avec le CPF un permis moto, et inversement, si vous êtes déjà titulaire d'un permis moto, vous ne pouvez plus financer avec le CPF un permis B. Et là, OK. Je crois qu'on avait une toute dernière question qui était, hop, je reprends. Hop, c'était ici. Qu'en est-il du projet d'utiliser l'abondement de l'employeur négocié dans ah un oui. accord d'entreprise pour payer la formation avant d'utiliser le CPF? Oui, ça ne remet pas du tout en cause. Qu'en est-il du projet d'utiliser l'abondement de l'employeur? Ça ne remet pas du tout en cause ce type d'abondement. Hein. Ça ne remet pas du tout en cause ce type d'abondement négocié dans le cadre d'un accord d'entreprise. Hein. Surtout si c'est plus favorable aux salariés. Hein. OK. Je crois que c'est bon pour l'instant. Alors, il y a un reste à charge. Donc, il y a effectivement un reste à charge avec le CPF qui disparaît en cas d'abondement. Donc, soit il disparaît en cas d'abondement employeur, il disparaît en cas d'abondement par les points de pénibilité. On a une petite question supplémentaire sur le permis B. Peut-on financer un permis B à notre enfant mineur avec notre CPF? Normalement, non. Parce que le CPF ne doit permettre que de financer une formation qui nous est destinée. Tout à fait. Je propose qu'on continue peut-être, Oui, tout à Christine. fait. Donc, hop, voilà, je te laisse parler de différence du C2P Ouais. classique et le pur. Donc les points de pénibilité ont plusieurs utilisations. Donc notamment, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ils peuvent permettre de financer une formation ou une reconversion. Donc, premier cas, on va abonder le CPF avec les points de pénibilité. Donc là, on va financer une formation. Donc la saisie du CEP est obligatoire. Le conseiller CEP établira d'ailleurs une attestation. Il attestera qu'il a accompagné la personne. Donc il vérifiera avec la personne la pertinence du projet. Et la formation doit permettre de financer un projet afin d'accéder à un emploi moins exposé que l'emploi qu'il occupe actuellement et pour lequel il acquiert des points de pénibilité. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Ça peut être pour financer une formation, une VAE, un bilan de compétences. Donc là, on débloque les points de pénibilité et on abonde le CPF. Le deuxième cas de figure, c'est ce que Vanessa a évoqué. C'est le cas où les points de pénibilité vont être utilisés dans le cadre du PUR. Donc là, on est plutôt dans la reconversion et la personne devra aller vers un métier non exposé aux facteurs de risque. Il ne doit avoir aucun des facteurs de risque qu'on a mentionnés, les 6 risques qu'on a mentionnés précédemment.
Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de mobilisation du CPF et il faudra que les points de pénibilité couvrent la totalité du projet, voilà, que ce soit hors temps de travail ou sur temps de travail. Et là, ça passe effectivement par transition pro, alors que le premier cas de figure de l'amendement du CPF, donc là, il faut saisir le CEP, mais voilà, ça ne passe pas par transition pro. Le FIPU. Alors, je crois qu'il y a encore des petites questions sur le CPF. On va essayer d'y répondre. Enfin, le C2P, pardon. J'ai été exposée au rayon X pendant 10 ans. Puis-je avoir droit à des points C2P, Christine? Oui, je ne sais pas, Isabelle, il faudrait regarder. Ouais. Mais effectivement, c'est possible, ça peut rentrer dans les 6 risques qu'on a mentionnés. Les milieux hyperbares, il faudrait voilà, parce qu'après il y a des seuils. Donc effectivement, il faudrait regarder. Vous pouvez déjà consulter votre compte C2P, voir si vous avez peut-être des points. On a eu beaucoup de cas de figure où les gens n'avaient pas connaissance du fait qu'ils avaient des points de pénibilité. Hein. Et parfois même les employeurs. Hein. Je tiens aussi à le préciser en disant voilà quelle est la démarche aussi pour déclarer, etc. Donc c'est pas forcément une mauvaise volonté côté employeur. Hein. Je pense que l'idée aussi c'est de se parler entre salariés et employeurs et vérifier que la démarche a été bien faite correctement et puis il y a moyen de pouvoir rattraper en tout cas a posteriori pour récupérer les points C2P. Je vois qu'il y a une question, l'employeur peut-il prendre en charge le reste à charge du salarié pour le CPF qui est environ de 100 €? Alors, là, je vais vous conseiller quelque chose de tout simple. Vous pouvez abonder de 1 € le compte de votre salarié, ça fera disparaître le reste à charge. Dès qu'il y a un abondement, ça fait disparaître le reste à charge. Donc, un abondement employeur, vous pouvez le faire de 100 € et effectivement, en tous les cas, dès qu'il y a un abondement même inférieur au reste à charge, même un abondement de 50 €, ça fera disparaître le reste à charge pour votre salarié. Des euros. Alors, fonctionnaire en disponibilité, je travaille oui, vous allez avoir des euros. Votre CPF sera abondé en euros au titre de votre emploi privé. Tout à fait. Et on avait quelqu'un qui voulait ouvrir une franchise. Il reste non. Après, ah oui, le franchiseur parle d'une formation. Alors, il faut que la formation soit inscrite au RNCP. Voilà, ce qui peut être peut-être possible, il faudrait voir. S'il avait fait la démarche. En tout cas, n'hésitez pas à contacter votre conseiller en évolution professionnelle pour avoir bien plus de détails sur votre situation qui est à chaque fois, comme vous voyez, spécifique et personnelle. Donc pour nous, c'est important aussi que vous puissiez faire part de vos situations directement avec un conseiller. Je continue sur le FIPU? Ouais. Oui. Alors le FIPU, donc qui est de son joli nom, le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure. Donc c'est aussi donc un fonds spécifique qui a été débloqué l'année dernière pour pouvoir justement faire face au prolongement des carrières professionnelles. Et l'idée, donc, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser les salariés qui, eux, sont face à des risques ergonomiques sur leur poste de travail actuel. Donc les risques ergonomiques, on en a 3. On en a 3 donc qui sont à la fois la manutention manuelle de charge, des postures dites pénibles, définies comme des postures, des positions forcées des articulations et le 3e risque ergonomique, c'est les vibrations mécaniques. Donc, si dans votre entreprise, vous avez des salariés qui sont aujourd'hui sur des postes de travail qui peuvent être justement, qui peuvent subir ce genre de risque ergonomique, ils peuvent avoir accès, ces salariés, à un fonds spécifique qui va leur permettre de financer des reconversions professionnelles pour aller vers des métiers qui ne sont soumis à aucun risque. Alors, quand on dit aucun risque, c'est pas de risque ergonomique, mais aussi pas de risque professionnel. Facteur de risque professionnel, comme vous a indiqué Christine, ces fameux risques qui ouvrent des points C2P, donc dans les slides précédentes. Donc là, on va vraiment être dans le cadre d'un projet de transition professionnelle entre guillemets classique, juste avec un financement différent puisqu'il vient de ce fonds, mais c'est transparent pour les entreprises et transparent pour les salariés. L'idée, c'est que Transition Pro va prendre en charge en fait les reconversions professionnelles de ces salariés
qui sont soumis à des risques ergonomiques en finançant les coûts pédagogiques, en maintenant le salaire pendant toute la durée justement de la formation et potentiellement aussi des frais annexes comme des frais de déplacement, et cetera, comme on prend dans les projets de transition professionnelle classiques. Il faut savoir que sur les fonds qui sont, enfin en tout cas les personnes qui sont soumises à ces risques-là ont beaucoup plus de chances de se voir des projets financés de reconversion professionnelle parce que justement, ben, aujourd'hui, on a moins de demandes que sur des PTP classiques. Donc c'est vrai que pour les entreprises, que ce soit pour de l'évolution externe ou de l'évolution interne des salariés qui sont sur ces postes-là, ça peut être intéressant d'aller justement flécher ces salariés vers le fonds d'investissement à la prévention de l'usure. Tu as une question, Vanessa, dans le Oui. FIPU. Le FIPU est-il accessible aux entreprises soumises à la MSA? Et non à la CPAM. Eh bien non, malheureusement, en effet. Le fonds FIPU est uniquement donc dédié, en tout cas adressé aux entreprises qui relèvent du régime général de la sécurité sociale. Voilà. Donc du coup, il faut se renseigner pour les entreprises qui sont soumises à la MSA pour débloquer d'autres fonds, en tout cas. Très bien. Le FIPU, dans le FIPU, un salarié peut-il mobiliser ce fonds à titre privé ou doit-il forcément passer par son entreprise? Alors, donc là, en effet, c'est un dispositif qui est à la main du salarié, hein, donc Transition Pro, la grande majorité des dispositifs qu'on a sont à la main des salariés, hein, le PUR dont on parlait juste avant, le FIPU, donc c'est vraiment une démarche du salarié avant tout. Après, là, c'est vrai qu'on est dans un webinaire employeur, donc c'est pour ça que je parlais d'un point de vue employeur. Il peut y avoir des co-constructions de projets de reconversion professionnelle, en particulier quand c'est des reconversions en interne. Mais bien évidemment, chaque salarié est libre de pouvoir mobiliser ce fonds pour une reconversion, en particulier en externe, pour des reconversions qui se font pendant le temps de travail, en dehors du temps de travail, etc. Donc là, c'est vraiment en fonction du projet du salarié. Ok. Alors, on avait d'autres questions précédentes auxquelles on n'avait pas répondu. Oui. Sur la question des points de pénibilité, alors Gisèle, le souci en entreprise, c'est que les comptables ne sont pas formés sur les nouveautés, elles ne savent pas qu'il faut alimenter la fiche salariée. Alors il n'y a pas d'alimentation de la fiche salariée, c'est le compte personnel de prévention est abondé automatiquement en points de pénibilité sur déclaration des risques faits par l'employeur, hein. Donc c'est voilà, et les points après peuvent être transformés en... Alors, il y avait une question aussi sur le CPF. Est-il facile de mobiliser son CPF quand on est un agent de la fonction publique? Non, c'est pas facile parce qu'il faut avoir l'autorisation de votre fonction publique, alors que dans le privé, les personnes sont libres de le mobiliser quand elles souhaitent le mobiliser en dehors de leur temps de travail. Alors que dans la fonction publique, il faut que vous ayez l'autorisation de le mobiliser. En ce qui concerne le FIPU, donc j'ai une question. Donc dans ce cas, à qui doit-il s'adresser? Donc le salarié en question qui veut mobiliser ce fonds à titre privé. Alors deux cas de figure, soit le salarié a déjà un projet professionnel défini, il sait vers quel métier il veut aller, quel organisme de financement il a trouvé avec une formation justement qui va être certifiante ou diplômante. Dans ce cas-là, il peut s'adresser directement aux transitions pro de sa région. Pour avoir toutes les informations sur le montage de dossier et derrière être sûr de bien déposer son dossier dans les temps. Enfin voilà, donc on lui donnera toutes les informations qu'il faut. S'il est dans la phase amont, hein, bien évidemment, il peut rencontrer son conseiller en évolution professionnelle et d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande généralement de toute façon pour qu'il ait toutes les informations sur le montage de dossier et qu'il maximise entre guillemets ses chances d'avoir son dossier financé. Ok, une dernière question, après on va continuer. Est-ce que les employeurs ont le droit d'activer nos CPF sans nous avertir pour nous former? Non, aucune possibilité. Non. Le CPF est à vous, vous y accédez avec vos identifiants, il vous appartient. L'employeur peut décider d'abonder, donc de vous donner de l'argent, il ne va pas l'activer. Si vous êtes d'accord sur un projet commun, mais en aucun cas, il ne peut activer votre CPF sans que vous en ayez pris la décision. Enfin, il n'a aucun accès à votre CPF en fait. Complètement. Alors,
Le projet de Le transition professionnelle. Oui, et donc je reprends la main. Projet de transition professionnelle, c'est vraiment le dispositif, on va dire, phare de transition pro, hein. C'est le dispositif le plus utilisé pour lequel on a le plus de fonds aussi, hein. C'est enfin, on va dire notre cœur de métier. Donc là, on est dans le cadre justement d'une personne qui aujourd'hui était sur un métier A, qui veut aller sur un métier B et qui va nécessiter de faire une formation diplômante ou certifiante pour aller vers ce nouveau métier. La personne aujourd'hui, elle est salariée d'une entreprise. Ce qui va, quand elle va mobiliser donc justement, le projet de transition professionnelle et si elle est en tout cas, si son projet est validé par, le Transition Pro de sa région, Transition Pro va prendre en charge les frais pédagogiques, donc sur toute la durée de la formation, hein, même si on est sur des formations qui vont durer plusieurs années. Ça nous est arrivé par exemple, voilà sur, des formations, de type ingénieur, on peut aussi, voilà, valider ce type de projet. Donc les frais pédagogiques, même sur plusieurs années, va prendre en charge également la rémunération de la personne, donc la rémunération à l'instant T, hein, dans la voilà, dans l'entreprise dans laquelle elle se trouve pendant toute la durée de la formation et également, ça peut être aussi des, prises en charge de frais annexes, en particulier donc si la formation se fait pendant le temps de travail, donc des frais de déplacement éventuellement si le centre, l'organisme de formation ne se trouve pas près de là où la personne habite. Donc sont éligibles les salariés du privé, qu'ils soient en CDI, en CDD, intermittents ou intérimaires, hein, selon certaines, conditions, d'ancienneté, pardon. Il faut qu'ils aient un projet de formation qui vise un changement de métier ou un changement de profession. Donc voilà, dans le petit jargon, on appelle ça des changements de code ROM. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on change de métier. Et pour changer de métier, on a besoin, en tout cas pour exercer ce nouveau métier, on a besoin de passer par une formation certifiante éligible CPF, hein, comme vous en parlez, Christine, tout à l'heure, et qui est inscrite donc soit au RNCP ou au registre spécifique. Dans ce cas-là, le CPF va être entièrement mobilisé. Donc ça, c'est important de le noter aussi. Ça veut dire que, si Transition Pro décide de financer votre projet de reconversion professionnelle, votre CPF va revenir à 0. Voilà, on va fonctionner la totalité. La formation peut se faire sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail, donc là, pas de souci là-dessus. Et ensuite, il va y avoir tout un dossier administratif à présenter à Transition Pro, hein, on a quand même des dossiers qui, pour Auvergne-Rhône-Alpes, hein, là je parle pour Auvergne-Rhône-Alpes, sont, en moyenne à 30 000 €, donc de financement. Donc c'est quand même, c'est quand même des beaux budgets. Donc il faut savoir qu'il va falloir argumenter un petit peu votre décision de changement de métier et vers quoi vous voulez aller. On a 3 dossiers, donc 3 volets dans le dossier. Un volet qui va être pour le bénéficiaire, le salarié, un volet pour l'organisme de formation et un volet pour l'employeur si la formation se fait sur le temps de travail. Ce qui veut dire que nous vous conseillons fortement d'anticiper vos demandes parce qu'il faut déjà réfléchir à votre projet, monter les dossiers, faire en sorte que les différentes personnes finalisent le dossier avant de pouvoir le déposer de manière définitive auprès de Transition Pro. Ce qui est important de noter aussi, c'est que votre collaborateur, pendant ce temps-là, va rester salarié pendant toute la durée de la formation. Donc voilà, il ne quitte pas l'entreprise, il est salarié. À la fin d'ailleurs de la formation, il peut retourner, il retourne d'ailleurs, hein, dans son entreprise d'origine, à part s'il décide, voilà, par différents biais de partir en externe, voilà, il y a une rupture de contrat qui se fait d'un commun accord, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas de rupture de contrat à partir du moment où il fait un projet de transition professionnelle. Voilà. Je vois qu'il y a des petites questions, donc Oui, je vais essayer il y a d'en beaucoup de prendre questions. quelques-unes. Oui, il y a des petites questions. Hop, hop, hop. Hop, hop, j'essaie de reprendre. Quelle est la première? Ouais, Hop. alors la première, c'était. Alors, attends, Alors, je vois qu'il y a pour le PTP, y a-t-il une limite de durée de formation? Donc ça, j'ai répondu, non, il n'y a pas de durée, limite de ouais. formation. Quel est le Le taux d'acceptation des dossiers PTP? Tu vois, c'était la Oui, première. tout à fait. Le salaire est-il maintenu à 100? Donc le salaire est maintenu à 100 avec des plafonds. Il peut y avoir des plafonds selon le salaire de la personne qu'on pourra vous indiquer. Quel est le taux d'acceptation, en tout cas, des dossiers PTP? Donc là, je parle uniquement pour Auvergne-Rhône-Alpes, hein, parce que, ça peut être différent d'une région à une autre. On est à peu près à 1 dossier sur 2 aujourd'hui, donc voilà, déposé qui est financé par Transition Pro.
PTP, accès des cadres au dispositif, priorité aux personnes peu qualifiées. Alors, les cadres ont tout à fait accès au dispositif du PTP. Donc voilà, on est aujourd'hui un dispositif qui est ouvert à tout le monde avec tout type de niveau de qualification et cetera. Ensuite, comme on est des budgets qui sont pas illimités malheureusement, hein, c'est pour ça aussi qu'on arrive aujourd'hui à des taux d'acceptation d'à peu près un dossier sur 2, on va mettre des priorités et c'est vrai qu'on va plutôt prioriser les personnes qui sont, en dessous du bac. Mais ça ne veut pas dire que les personnes cadres ne peuvent pas y accéder, ne peuvent pas être financées. Je tiens vraiment à le dire, ça dépend vraiment des dossiers qui sont déposés en même temps que le dossier de la personne cadre finalement. S'il me reste 3 mois en CDD, ai-je le temps de déposer le dossier? Alors c'est faisable, hein. On a vu des personnes qui déposaient des dossiers en 2 mois. Généralement, nous alors ça va dépendre vraiment de la date de début de votre formation, hein, c'est plutôt ça la question à se poser. On est plutôt en train d'indiquer qu'il faut 4 à 6 mois avant le début de la formation pour, travailler le projet, en tout cas travailler le projet, déposer son dossier et faire en sorte que tous les volets soient bien, indiqués et remplis pour pouvoir le déposer de manière définitive et que ça puisse passer en commission d'instruction auprès de Transition Pro. En tout cas, il faut que ce soit avant la fin du CDD, pour le coup. Tout à fait. Il faut que ce soit absolument quand vous êtes salarié. Donc ça, c'est important de le noter. Peut-on enchaîner 2 formations en transition pro si je n'arrive pas à changer d'emploi après cette première formation? Y a-t-il un délai à respecter entre les 2 formations? Alors, c'est vrai que nous, Transition Pro va vous financer, un projet qui va vous permettre en fait, d'aller vers un métier. Nous n'allons pas vous financer 2 formations d'affilée, en fait. J'essaye de le remettre dans le bon sens, mais, l'idée du projet de transition, professionnelle, c'est qu'à la fin de la formation que vous avez suivie, donc c'est une formation certifiante ou qualifiante, vous allez pouvoir exercer le métier que vous avez choisi. Donc pour nous, c'est important de justement de viser la bonne formation qui va vous permettre derrière d'être employable sur le marché du travail. Est-il possible de financer son PTP si on est intermittent du spectacle? Oui, tout à fait. Donc là, ça va être des conditions qui vont être un petit peu d'éligibilité qui vont être un petit peu différentes. Alors, qu'entend-on par hors temps de travail dans la mesure où on est salarié? Ben, ça veut dire, il y a des formations qui se font le soir et le week-end. Voilà, en dehors de son voilà, c'est pour les gens qui travaillent, par exemple du lundi au vendredi, de 8h à 18h par exemple, il y a des formations qui se font, le soir et le week-end. Alors, il faut, que le métier soit représentant dans l'entreprise si on fait un PTP, sinon l'employeur peut refuser. Alors, pas du tout. Donc en fait, il y a, on va dire 2 types de projets. Il peut y avoir un projet où, on considère qu'on d'un commun accord avec l'entreprise, donc c'est un projet qu'on construit avec son employeur, on va viser une reconversion en interne. Donc dans ce cas-là, oui, il faut qu'il y ait un poste en interne et que votre employeur, vous suive dans ce projet de reconversion pour vous proposer ce poste-là, hein. Donc c'est vraiment de la co-construction. Par contre, si vous êtes sur une reconversion professionnelle en externe, donc là, vous pouvez aller vers n'importe quel type de métier, hein, bien évidemment, il faut qu'il soit, dans les critères d'acceptation de transition pro, mais là, il n'y a pas besoin qu'il soit représenté dans l'entreprise puisque vous allez, dans votre projet, quitter l'entreprise actuelle. Voilà. Vanessa, je te propose Oui, peut-être d'avancer tout à fait. pour qu'on ait Ouais, le ouais, ouais, temps de tout voir. tout à fait. Et en tout cas, le dernier dispositif qui est aussi géré par, Transition Pro, c'est le dispositif d'émission reconversion. Donc là, ce dispositif n'est pas du tout un dispositif financier, hein, c'est vraiment, la possibilité pour une personne qui est salariée aujourd'hui dans une entreprise et qui a pour projet soit de se reconvertir, soit de créer ou de reprendre une entreprise, de démissionner pour toucher les allocations chômage, voilà, avec, certaines conditions. Dans ce cas-là, cette personne, ce salarié va déposer en fait son dossier auprès de Transition Pro. Si, Transition Pro, donc son Transition Pro régional, considère que, le projet a un caractère réel et sérieux et le valide tel que,
Le salarié va pouvoir démissionner à ce moment-là, va pouvoir s'inscrire chez France Travail et va pouvoir bénéficier des allocations chômage. Donc là, très important, mobilisation obligatoire d'un conseiller en évolution professionnelle, hein, ça fait vraiment partie, en tout cas du parcours type et bien important aussi, il ne faut pas démissionner avant d'avoir fait cette démarche, parce que là, vous n'aurez droit à rien, en tout cas. Il faut vraiment attendre de faire la démarche auprès du CEP de transition pro pour, s'il est validé par transition pro, pouvoir, démissionner et s'inscrire à France Travail. Je te laisse prendre la suite, Oui. Christine. Alors, donc le bilan de compétences et la VAE. Alors, donc ce sont voilà, 2 autres dispositifs qu'on peut vous présenter. Alors la VAE déjà, donc la validation des acquis de l'expérience, ça permet en fait de faire reconnaître par une certification l'expérience qu'on a acquis au cours des années. Donc ça va être le cas de figure de quelqu'un qui a une expérience très importante, mais qui n'avait pas eu le diplôme correspondant et qui veut faire reconnaître cette expérience pour pouvoir, par exemple, négocier une augmentation salariale, évoluer au sein d'entreprises, pour des raisons aussi de reconnaissance personnelle, voilà, et de valorisation de ses compétences. Donc, le dispositif de la VAE a été réformé récemment à plusieurs reprises. Donc, ça passe par une plateforme qui s'appelle France VAE. Et c'est un parcours qui va être suivi pour aboutir. Donc là, ce n'est pas une formation. Hein, le parcours, ça va d'abord être constitué premièrement, un livret de recevabilité, c'est-à-dire le candidat va renseigner un livret et ensuite il sera recevable ou non, c'est-à-dire qu'il pourra, il pourra ensuite passer devant un jury. Donc pour passer devant un jury, il devra préparer un dossier où il pourra voilà, expliquer quelles sont les compétences qu'il a acquises pendant son expérience, et ensuite il le présentera devant le jury. Donc voilà, pour être financé, donc il faut être accompagné la plupart du temps, sauf si le candidat est en capacité à le faire tout seul, par un architecte accompagnateur de parcours qui l'accompagnera, qui lui expliquera qu'est-ce qui est à mettre en avant pour la certification choisie. Donc, et il pourra financer l'architecte accompagnateur de parcours, par exemple avec son CPF ou avec le pur VAE qui a été présenté tout à l'heure par Vanessa, ou alors par ses fonds propres, ou bien par l'employeur. Donc on voit quand même beaucoup d'employeurs qui financent des projets VAE de leurs salariés pour leur permettre soit d'évoluer, soit d'aller vers autre chose. C'est une reconnaissance qu'ils apportent à leurs salariés et c'est un moyen aussi de les fidéliser au sein de l'entreprise. Le bilan de compétences, donc voilà, il va pouvoir également être financé par l'employeur ou par le CPF ou par le pur bilan de compétences. Donc pour l'employeur, ça va également, le financement du bilan de compétences de son salarié, ça va aussi être également une forme d'écoute vis-à-vis de son salarié qui veut changer, se reconvertir, mais qui ne sait pas vers quoi aller. Donc on voit aussi des employeurs qui financent les bilans de compétences de leurs salariés. Le principe du bilan de compétences, ça va être de faire à la fois un travail introspectif pour dégager ses valeurs, ses motivations profondes, ses intérêts professionnels, et ce sera également un travail sur les compétences déjà acquises et à acquérir pour aller vers le projet le plus adéquat, voilà, en prenant compte de toutes ces données. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Comment financer une VAE lorsqu'on est auto-entrepreneur? C'est plus alors, soit vous pouvez le financer avec votre CPF, si vous avez des. Donc, vous savez que pour les indépendants, le CPF est alimenté de 500 € par an également. Il faut être à jour de ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF. Ou bien vous pouvez demander au FAF, au Fonds d'assurance formation, dont vous dépendez en tant qu'auto-entrepreneur. Certains peuvent financer la VAE. Sinon, ce sera sur fonds propres.
Il y avait des questions sur le dispositif. Donc, Vanessa, tu as Oui, j'ai répondu. répondu un petit peu dans le chat Ok. à quelques questions. Oui. Ok, donc là. Donc là, on arrive à 15 Ouais. heures. Alors, on va représenter donc le conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est une mission de service public, donc c'est gratuit. Donc, c'est une mission de service public qui est destinée aux salariés de droit privé et aux indépendants pour leur permettre de faire le point sur leur situation professionnelle et mettre en œuvre une stratégie pour réaliser leur projet professionnel. Voilà, que ça passe par une formation, par une reconversion, par la recherche d'emploi, par une préparation d'un dialogue avec l'employeur pour une mobilité interne. Donc, ça couvre tout le champ professionnel. C'est un service donc gratuit, confidentiel, neutre, c'est-à-dire que le conseiller ne porte pas de jugement sur le projet. De proximité, on a voilà, sur toutes les régions, il y a beaucoup de sites parce que c'est au travers de plusieurs structures. Et personnalisé, c'est-à-dire que le conseiller va s'adapter totalement au projet de la personne, à son degré d'autonomie, à son rythme, etc., etc. Donc, nous, Avenir Actif, nous délivrons le conseil en évolution professionnelle pour les salariés du privé et les indépendants. L'APEC le délivrera plutôt pour les cadres, sachant que nous, on peut aussi recevoir des cadres. France Travail le délivrera pour les demandeurs d'emploi. La mission locale pour les moins de 26 ans. Cap Emploi pour les travailleurs en situation de handicap, dont le handicap constitue un frein au projet professionnel. Voilà, donc chaque opérateur a son propre public, entre guillemets. Donc, présenté ici, c'est l'offre de service. Donc voilà, c'est sur quoi on peut accompagner les bénéficiaires. Donc je l'ai dit, mieux dialoguer avec mon employeur, trouver un nouvel emploi, évoluer dans mon entreprise, me former, devenir entrepreneur aussi, changer de métier ou de secteur, etc. Voilà, tout ce qui a trait au questionnement professionnel et aux souhaits d'évolution professionnelle. Donc, le premier rendez-vous avec un conseiller sera un état des lieux de la situation du bénéficiaire, qui prendra en compte à la fois sa situation professionnelle et son environnement global. Cela pourra se poursuivre ensuite par un accompagnement. Donc, à l'issue du premier rendez-vous, c'est le bénéficiaire qui décide ou non de poursuivre l'accompagnement, qui pourra ensuite se décliner au rythme du bénéficiaire. Donc les modalités sont diverses, hein. Ça peut être en présentiel, à distance, c'est-à-dire en visio ou par téléphone. Pour prendre un rendez-vous, voilà, vous pouvez aller sur le site www.moncep.org et en fonction de votre lieu d'habitation, votre lieu de travail, vous pourrez prendre un rendez-vous au plus près de chez vous. On va voir si on a répondu. Oui, là, on est plutôt sur des personnes qui partent sur le prochain webinaire. Est-ce que la VAE inversée peut être financée avec un compte CPF? Oui, a priori, oui. À creuser. À creuser, ouais. CEP, l'accès est-il possible pendant un congé en congé de reclassement? Alors, en congé de reclassement, donc tant que le contrat n'est pas rompu, vous êtes normalement éligible effectivement au CEP. On peut revenir sur le slide précédent. Alors, je sais pas, Gisèle, non, Christelle, quel était le slide précédent du coup là? Oui, c'est clair. On a avancé peut-être un. Oui. Est-ce que tu voyais d'autres choses, Christine, de ton côté? Alors je vois la VAE est financée par un dispositif nouveau. Non, la VAE est toujours financée par le CPF, par le pur VAE, etc. C'est le dispositif qui maintenant est organisé autour de la plateforme France VAE. Hein. Voilà. Je pense que c'était la VAEI inversée. Ah, inversée, d'accord. Voilà, oui, c'est ça. D'accord, très bien, pardon. Non, pas de non, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas, Vanessa, si tu veux ajouter quelque chose.
Moi, juste pour, parce que certains avec des questions là-dessus, c'est vrai que nous, donc en tant que Transition Pro, nous avons aussi un site internet qui s'appelle, transitionpro.com, donc n'hésitez pas à regarder, vous avez des transitions pro dans chacune des régions aussi. Après notre recommandation, c'est déjà de passer par votre conseiller en évolution professionnelle et ensuite venir voir Transition Pro une fois que votre projet de reconversion est donc finalisé, formalisé et cetera, pour faire vos demandes de financement de reconversion professionnelle. Je vois qu'il y a encore des questions, n'hésitez vraiment pas, oui, parce que là, je vois qu'il y a des gens aussi qui veulent partir au prochain webinar, donc normalement, on était OK, censé finir à on 15h. va s'arrêter. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter, mais surtout, n'hésitez pas, vous avez les contacts des CEP, donc de vos régions, donc n'hésitez pas, chaque situation est vraiment spécifique, donc c'est difficile des fois d'y répondre là, via un chat et également en tant qu'entreprise, si vous avez en tout cas des questions, soit le CEP, mais surtout aussi Transition Pro pour parler des dispositifs, rentrer dans le détail de certains de vos salariés. Donc voilà, vous pouvez, nous contacter sur les sites internet et aller vers les régions, qui vous concernent. Oui, n'hésitez pas à consulter, voilà, votre Mmh. conseiller CEP, Ouais. comme on l'a Alors dit, en allant sur ex les sites. exactement, on nous demande si la présentation sera envoyée, donc non, elle sera pas Non. envoyée, voilà. Par Par contre, contre, vous allez, voilà, vous accès pouvez à un replay. revisionner le replay d'aujourd'hui. Exactement. Soit sur la plateforme, donc justement des semaines de l'évolution professionnelle ou via la plateforme YouTube. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Ouais, merci pour votre question, et très bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci Christine. Bonne Merci journée à tous. Vanessa, au revoir. Au revoir.